Donc, je suis professeur de neuropsychologie à l'université de Caen et je fais ma recherche dans un laboratoire de l'INSERM qui s'intéresse à la mémoire humaine et à ses troubles. Et dans ce contexte, moi, depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, j'utilise la musique pour mieux comprendre comment la musique fait fonctionner la mémoire et comment effectivement la musique pourrait être en fait un support intéressant pour prendre en charge les troubles de la mémoire chez des personnes qui ont des maladies par exemple de type Alzheimer. Donc en fait mes travaux ils oscillent entre deux facettes, une facette fondamentale avec des études en neuroimagerie cérébrale qui permettent de mieux comprendre comment ça se passe dans le cerveau lorsqu'on entend de la musique, lorsqu'on mémorise la musique, ou de faire la différence entre le cerveau des musiciens et des non-musiciens. Et puis l'autre facette est une facette beaucoup plus appliquée et clinique qui correspond au fait de comprendre si oui ou non la musique peut se révéler thérapeutique, peut se révéler être intéressante pour stimuler la mémoire dans le vieillissement normal et pathologique. Alors le frisson musical, on va dire que 90% des individus sont capables de ressentir le frisson. Mais en fait, il y a des études depuis quelques années qui ont remis en question le caractère strictement universel qu'on mettait souvent en avant du fait que la musique nous émeut tous, êtres humains, quel que soit l'endroit où on vit dans le monde. Alors c'est assez vrai, mais en fait on s'est aperçu qu'il y a quand même des différences interindividuelles. Déjà, il y a environ 3 à 5% de la population générale qui n'entend pas correctement la musique. Alors là, c'est un problème neurodéveloppemental, un peu comme la dyslexie, c'est-à-dire que ce sont des personnes, ils n'ont pas des troubles dans la perception du langage, mais ils ont des troubles dans la perception de la musique. Et donc pour eux, évidemment, la musique n'est pas source vraiment de plaisir. Alors ça, c'est assez particulier, mais ce que les études récentes montrent, c'est qu'en définitive, on n'est pas tous égaux dans le plaisir musical en termes d'intensité non plus, dans l'investissement qu'on a dans la musique, parce qu'il y a des gens qui réagissent de manière extrêmement forte à la musique, d'un point de vue émotionnel, et on voit très très bien en neuroimagerie que ça sollicite énormément leur circuit de la récompense. Alors que d'autres individus comprennent parfaitement qu'une musique puisse être triste ou puisse être joyeuse. Si on leur demande de catégoriser une musique entre triste et joyeuse, ils le font très très bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont un très fort ressenti émotionnel de la musique. Donc en fait, ce n'est pas le tout de comprendre la musique, mais il faut aussi effectivement être éduqué au plaisir de la musique. On peut faire un parallèle, je pense, qui est assez facile à comprendre avec l'alimentation et le plaisir culinaire. On peut manger sans plaisir. On peut effectivement manger pour se nourrir, et puis on peut effectivement développer une capacité à avoir du plaisir à certains goûts, à ce que l'on mange, évidemment en essayant si possible de ne pas être toujours dans la répétition du même plaisir. Alors, c'est clair que c'est très compliqué le plaisir musical parce qu'à la fois ça repose sur des choses relativement universelles qu'on va trouver, quelles que soient les cultures, notamment quand on teste les tout petits bébés, les nourrissons, et que l'on teste effectivement leur perception sonore. On s'aperçoit que tous les bébés du monde en fait réagissent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vont préférer ce qu'on va appeler des accords consonants à des accords dissonants. Autrement dit, les bébés déjà, ils détectent la consonance de la dissonance, ils s'en rendent compte, on va dire, c'est-à-dire qu'à l'oreille, pour nous, évidemment, ce qui est consonant sonne plus rond, et puis ce qui est dissonant, on va avoir l'impression que ça frotte, que c'est moins agréable à l'oreille. Et c'est lié effectivement, en fin de compte, à des intervalles mathématiques de la hauteur, en fin de compte, des sons, qui ne sont pas calés pareil. Et ça, évidemment, les oreilles, le cerveau des bébés, des nourrissons, ils le détectent.
Mais ils le détectent. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont plus de plaisir pour les accords consonants que dissonants? Non, pas encore. Parce que ça, ce plaisir, il va être lié effectivement, largement, par l'effet d'exposition et par la culture donc, qui va se développer au niveau donc, de la musique chez les enfants. Donc on peut dire que n'importe quel enfant comprend, entend la dissonance, la consonance, mais évidemment un bébé chinois, très rapidement, s'il écoute la musique de sa culture, ou un bébé indien, ou un bébé japonais, eh bien, en définitive, va aimer certains types d'intervalles qu'un bébé français, américain, européen, au sens large, eh bien, aura moins d'appétence parce qu'il sera moins exposé, effectivement, à ce type d'intervalle. Donc, en fait, très rapidement, sur quelque chose qui est assez inné, va en fin de compte se mettre une couche de culture tout de suite par l'effet d'exposition à l'environnement. Donc, quand on teste les gens et qu'on leur demande est-ce que vous trouvez cette musique joyeuse ou triste, ils arrivent facilement à faire la part des choses et les réponses sont assez cohérentes, même quelle que soit la culture dans laquelle on est, notamment sur le principe musique en mode majeur, c'est plutôt joyeux, avec donc un rythme plutôt sautillant. Musique en mode mineur et plutôt avec un tempo ralenti, c'est plutôt ressenti comme étant plus triste. Alors ça, ce sont des bases, en fin de compte, qui vont permettre de faire une ségrégation, mais évidemment, dans la culture, c'est beaucoup plus, la culture musicale, la manière dont on va construire après cette culture musicale, c'est beaucoup plus compliqué que de simplement dire musique majeure joyeuse, musique mineure triste. Alors, les instruments musicaux, alors évidemment dans les instruments musicaux on a toute une palette, il y a les instruments que les musiciens jouent et qu'ils doivent maîtriser, et puis il y a aussi un instrument musical qui est très important, c'est la voix humaine chantée. Le chant. Et c'est le premier instrument musical, puisque on voit bien d'ailleurs quand on cherche des universaux dans les pratiques musicales, que s'il y a bien une chose qui est relativement universelle, ce sont les chants des berceuses, des mères dans toutes les cultures humaines. La manière dont elles chantent, les modulations qu'elles ont, eh bien, il y a des similitudes qu'on peut retrouver, alors même que leurs cultures musicales sont assez différentes. Donc l'instrument, en fait, oui, il apporte quelque chose qui est évidemment la réalité physique, sensorielle de cette expérience musicale, parce que l'instrument, il apporte la vibration, c'est lui qui produit la vibration. Donc la musique, c'est avant tout une expérience sensorielle, c'est une expérience vibratoire, et donc la voix ou l'instrument, il apporte effectivement cette dimension vibratoire et sensorielle qui est déjà en soi une expérience qui peut produire, un peu comme si je vous touche la peau et ça produit une caresse, eh bien peut produire effectivement une sensation agréable et donc du plaisir. Comment ça se passe le plaisir de la musique? Est-ce qu'il y a des circuits spécifiques au plaisir musical? Est-ce qu'il y a dans le cerveau des circuits cérébraux juste dédiés au plaisir de la musique et qui ne seraient pas utilisés pour d'autres types de plaisir? En fait, assez peu. Parce qu'on s'aperçoit, et d'ailleurs ça a été un article qui a repris, je dirais, un grand slogan, c'est « Sex, Drug and Rock'n'Roll ». Et donc clairement, que vous ayez du plaisir par l'activité sexuelle, du plaisir alimentaire en mangeant du chocolat, par exemple, si vous aimez le chocolat, ou donc par la musique, donc le frisson musical ou l'orgasme sexuel, font fonctionner une machinerie en termes du plaisir ressenti dans le cerveau qui est assez similaire. Sauf qu'au départ, évidemment, les voies d'entrée ne sont pas tout à fait les mêmes parce que l'expérience sensorielle au départ n'est pas la même. Alors oui, même si vous êtes capable de dire, par exemple, telle musique est joyeuse, telle musique est triste, c'est pas pour ça que vous êtes entre plusieurs individus qui diraient ça. Certains vont l'apprécier et éventuellement même en avoir un plaisir très fort, et puis d'autres beaucoup moins. Ça, c'est très dépendant
de votre parcours personnel, c'est-à-dire la manière dont l'exposition à la musique va se construire dans votre vie, les contextes, les circonstances dans lesquelles vous allez éprouver ces expériences musicales, donc avec vos parents, dans des circonstances plaisantes, plus ou moins plaisantes, etc. C'est comment effectivement vous allez être éduqué au plaisir et partager du plaisir, parce que je pense que les premières expériences liées au plaisir musical, comme tout plaisir, ce sont des expériences qui s'actualisent souvent, en fin de compte, en relation avec les autres, dans un contexte social. C'est difficile, en fin de compte, d'expérimenter un plaisir sans avoir été éduqué à ce plaisir. Et l'alimentation, là aussi, est une bonne métaphore de ça, parce qu'il faut vous orienter vers le plaisir, en fin de compte, gustatif, pour apprendre comment, effectivement, déguster. Comment déguster, en fin de compte, l'aliment pour qu'il vous apporte le maximum de plaisir. Bien, je pense que la musique, c'est pareil, il faut savoir la déguster d'une certaine manière, savoir, en fin de compte, l'entendre, la mettre en relation avec ce qu'on a déjà entendu. Donc, il y a une variabilité sur l'intensité du plaisir ressenti, au-delà du fait qu'on est capable de dire que la petite musique de nuit de Mozart, c'est une musique plutôt guillerette, donc un peu enlevée. Mais certaines personnes vont adorer écouter la petite musique de nuit de Mozart justement pour se donner un coup de boost et puis se dynamiser. Et puis d'autres personnes, bon, bah, la petite musique de nuit de Mozart, bon, ça leur fait ni chaud ni froid, mais bon, ils savent que c'est une musique plutôt joyeuse. Ben, l'aspect mémoire, il est essentiel dans le plaisir musical et en particulier dans le phénomène du frisson. Quand on interroge des personnes, et notamment il y a des études de neuroimagerie qui ont essayé de traquer le frisson musical, de voir ce qui se passait dans le cerveau des personnes qui éprouvaient ce frisson musical. Alors comment on peut faire ça? Ben, on peut le faire en demandant à des personnes de venir avec des extraits musicaux qui leur provoquent ce fameux frisson et puis de leur faire écouter lors d'une session d'enregistrement de leur activité cérébrale. Et puis on mélange cet extrait musical qui leur provoque le frisson avec d'autres types d'extraits, donc ils devront juger l'intérêt que d'autres types d'extraits peuvent avoir pour eux. Et qu'est-ce qu'ils disent en fait, les personnes qui ont un morceau en particulier ou plusieurs morceaux qui leur provoquent le frisson? Ils disent « Ah, celui-là, je l'aime bien parce que, eh bien, je sais que là, à un moment donné, il y a les violons qui arrivent et puis ça monte, ça monte, ça monte. Ah oui, j'adore ça. » Et puis là, bon, en fait, ils connaissent très bien la plupart du temps le morceau qu'ils vont entendre. Ils anticipent, ils savent comment ça va, en fin de compte, se développer. Et il y a une forme d'anticipation, il y a un jeu avec la mémoire. On sait que c'est un morceau où il va y avoir des événements qui vont se produire qu'on a trouvé intéressants à la première écoute, et cet intérêt est décuplé par l'attente et la construction des attentes et le fait et la résolution de ces attentes. Donc on a des attentes et je pense que dans beaucoup de cas, c'est comme les cadeaux de Noël en fait, hein. Donc l'attente c'est ce qui produit, c'est ce qui maximise le plaisir, et puis à un moment donné ça arrive et le frisson est là. Alors, je pense que quand on devient très mélomane ou qu'on a fait des études de musique, cela peut effectivement modifier la manière dont on va tirer du plaisir de l'écoute musicale. Et on voit bien ce que c'est que le plaisir de l'esthète, hein, le plaisir de l'expert. Dans le domaine des beaux-arts, c'est assez clair, c'est-à-dire que quand on n'est pas très habitué avec l'analyse par exemple d'un tableau de peinture ou de la peinture en général, bon, et surtout si on s'intéresse à de la peinture contemporaine, on peut regarder ça de manière un peu froide et on ne sait pas très bien comment décoder les choses pour en retirer une forme d'intérêt ou de plaisir. Alors pour la musique, ça peut être pareil, et c'est d'autant plus vrai dans des musiques savantes où il faut être éduqué pour comprendre en fin de compte comment les choses fonctionnent. C'est un peu vrai notamment aussi avec des musiques virtuoses, et ça peut être vrai pour des aspects contemporains, par exemple le jazz, ou même en certaines formes, par exemple de musique rock, où on est dans des spécificités. C'est dans l'analyse qu'on va y trouver son compte. En fait,
Le mélomane ou le musicien, il va y chercher plutôt le plaisir de l'esthète, ce qui n'est pas incompatible avec le plaisir mémoriel, c'est-à-dire le fait que, ah oui, ça c'est un morceau que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps, depuis l'enfance, etc. C'est pas incompatible non plus avec une forme de plaisir sensoriel immédiat, c'est-à-dire la musique, c'est une expérience vibratoire, immédiate, et quand je suis au concert, notamment dans des musiques amplifiées, c'est déjà ce plaisir immédiat et vibratoire qui me prend au corps. Mais en plus de ce plaisir vibratoire sensoriel immédiat qui me prend au corps, qui me prend au cerveau, je peux aussi éprouver le frisson musical pour des raisons, on va dire, liées à la mémoire, au travail de la mémoire que j'évoquais tout à l'heure, mais je peux aussi avoir le plaisir de l'esthète. Alors le plaisir de l'esthète, c'est quoi? Par exemple, j'écoute un solo de jazz et je dis, ah bah oui, par rapport, je connais parfaitement ce morceau, je connais toutes les versions, il y a Coltrane qui l'a joué, il y en a d'autres qui l'ont joué, et là je dis, ah oui, mais ce qui fait, ah c'est vachement bien fait ça. Ah oui, ça c'est subtil, parce que c'est pas exactement comme l'autre. Ah oui, c'est super bien fait. C'est super bien fait, comme dans un tableau de peinture, on va dire, ah le cadrage, ah oui, ça c'est super bien fait. Et donc, en fait, ça c'est vraiment le plaisir esthétique poussé dans ses retranchements, c'est-à-dire qui se construit vraiment intellectuellement par une culture, véritablement. Alors moi, je ne parlerai pas de la musique de la nature, je dirais que nous vivons dans un monde sonore. L'être humain, comme la plupart des animaux, donc mammifères ou pas, vit dans un monde sonore. Le monde sonore, ce sont des vibrations, hein, c'est un phénomène physique, et nous, en tant qu'êtres humains, ce monde sonore, bah, on en perçoit une partie. Mais on ne perçoit pas tout de ce monde sonore. Par exemple, les souris vont vocaliser ou vont entendre, en fin de compte, vont communiquer entre elles avec des fréquences sonores que notre oreille humaine n'est pas capable d'entendre. Donc le monde sonore, le monde naturel sonore, eh bien, il faut avoir effectivement, être équipé d'un point de vue biologique pour pouvoir en percevoir, être conscient d'une partie de ce monde sonore. Après, la musique, chez l'être humain, en fait, c'est la mise en culture de ce monde sonore. Hein, le fait que le monde sonore, on le transforme, on va le manipuler, et puis ça va devenir un objet culturel. Les oiseaux qui chantent, c'est déjà les prémices d'une forme de culture. Alors l'oreille musicale, évidemment, quand on fait de la musique, on vous demande d'être capable de faire la différence entre des toutes petites subtilités, donc dans le timbre sonore, dans la différence de hauteur. Et suivant, en fin de compte, les cultures musicales, évidemment, vous allez exercer votre oreille de manière plus ou moins fine, plus ou moins subtile. Alors, avoir l'oreille musicale pour un musicien, effectivement, c'est avoir la capacité de pouvoir, avec précision, discriminer, distinguer des petites différences subtiles. On parle d'oreille absolue chez un musicien lorsqu'il est en capacité, parce qu'il a particulièrement développé ce talent, de pouvoir étiqueter verbalement directement n'importe quelle fréquence sonore. Et dès qu'il entend, en fin de compte, un son, il va être capable de dire « Ah ben ça correspond à telle fréquence, à telle hauteur, à telle note ». Bon, ok, c'est, je dirais, la capacité de mettre en relation, en fin de compte, cette expérience de fréquence sonore avec une référence verbale, une étiquette verbale qui devient, par la force de l'habitude, complètement automatique. Bon, on peut avoir une très bonne oreille musicale. Est-ce que ça décuple le plaisir? Pas toujours. C'est pas évident. En tout cas, évidemment, plus on est précis, plus on est capable de discriminer des choses fines, plus a priori on est capable de ressentir une certaine finesse dans cette expérience sensorielle qu'est la musique. Mais dire que les gens qui ont une très bonne oreille musicale sont forcément des gens qui ont un plus de plaisir musical, la démonstration n'a pas toujours été faite, et voire même l'inverse a pu être montré, puisque chez certains musiciens qui ont justement l'oreille absolue, eh bien, il y a parfois une plainte que cette oreille absolue a pu réduire leur plaisir en tant qu'auditeur.
Notamment, certains violonistes m'ont dit, ben oui, moi je joue particulièrement, notamment avec des quatuors à cordes par exemple. Eh bien, le problème, c'est que mon oreille absolue fait que dès que j'entends donc une note, un son joué par un violon, eh bien, dans mon cerveau, j'entends la, mi, ré, do. En fait, j'ai le nom de la note qui arrive et je ne peux pas inhiber ça. Je ne peux pas inhiber. Et donc, quand il y a 4 violonistes qui jouent, si je suis simplement auditeur, ben non seulement j'entends les sons de violon, mais j'entends surtout 4 personnes qui disent le nom des notes. Et ça, c'est pas super agréable, parce que ça diminue mon plaisir en tant qu'auditeur. Donc, la relation, je dirais, oreille musicale et finesse de l'oreille musicale et plaisir, oui, il y en a une d'une certaine manière, parce que plus on en a une oreille fine, plus on a de capacité à percevoir des choses intéressantes dans la musique, mais à un moment donné, ça arrive à une certaine limite, et notamment, le phénomène d'oreille absolue n'est pas le garant d'un plus grand plaisir. Alors, ce que les travaux de neurosciences, et notamment utilisant la neuroimagerie, ont bien permis de comprendre, c'est comment la simple écoute de la musique, ou la pratique de la musique chez les musiciens, produit des effets de neuromodulation ou de ce qu'on va appeler de neuroplasticité tout à fait forts. C'est-à-dire que l'écoute de la musique a un effet très ample sur le cerveau, ne fait pas fonctionner juste une petite région qui serait le centre cérébral de la musique, mais au contraire fait participer le cerveau de manière très très large, dans les circuits de la perception auditive bien évidemment, mais aussi les circuits de la motricité. Vous avez remarqué que la musique un peu dansante, bah, ça donne tout de suite envie de taper du pied ou des mains. Dans les circuits de la mémoire, dans les circuits donc émotionnels, un circuit de la récompense, etc. Dans les circuits visuels aussi, parce qu'en définitive, la musique, ça se représente. C'est-à-dire que si vous fermez les yeux et vous écoutez une musique, souvent, vous allez vous la représenter spatialement, vous allez avoir une impression de mouvement. Donc la musique, elle est représentée visuellement ou en tout cas cinétiquement, par le mouvement. Donc, quand on regarde le cerveau de quelqu'un qui écoute de la musique, même s'il n'est pas musicien, en fait, il n'y a pas beaucoup de régions du cerveau qui échappent à cette stimulation. Et donc, ça a un effet très très fort parce que, en fait, la musique, dans notre cerveau, c'est un phénomène qui va capter l'activité cérébrale à tel point que, comme on dit que les battements en fin de compte de la musique vont avoir tendance à se synchroniser, ou en tout cas nous nous synchronisons au niveau cardiaque sur les battements d'une pulsation, d'une musique rythmique, et bien en fait notre cerveau aussi se synchronise d'une certaine manière, il y a une forme de synchronisation cérébrale avec en fin de compte la musique entendue. Cette synchronisation, elle est individuelle, elle peut être collective, parce qu'en fait, quand on est tous à entendre la même musique, on s'aperçoit que nos cerveaux ont tendance un peu à vivre à l'unisson et à synchroniser au niveau de leur activité. Et c'est pour ça que la musique est certainement une activité culturelle qu'on retrouve dans toutes les sociétés humaines. C'est par sa capacité, effectivement, à faire vivre à tout le monde une expérience sociale largement partageable, facilement partageable. Parce que ce qu'on ressent, c'est toujours un problème, c'est qu'on se demande toujours si ce qui se passe dans la tête des autres correspond à ce qui se passe dans notre tête, ce qu'on ressent, est-ce que c'est la même chose que ce que ressentent les autres. Là, en fait, avec la musique, on a la possibilité d'avoir une expérience sensorielle, individuelle, dont on peut penser que ce qu'on ressent n'est pas très éloigné de ce que ressent l'autre. Il y a une sorte de communauté, de proximité de ressenti, et notamment avec cet effet de synchronisation qu'on voit bien dans les concerts, on a l'impression de vivre à l'unisson. Donc c'est le premier effet effectivement thérapeutique potentiel de la musique, c'est cette possibilité de vous synchroniser sur une musique, et donc deux vertus qui vont émerger d'un point de vue thérapeutique, c'est d'utiliser la musique pour vous relaxer, c'est-à-dire d'utiliser cet effet de synchronisation pour vous caler sur une musique qui va être de plus en plus
relaxante parce que son tempo va se ralentir, etc. Donc l'effet relaxant de la musique, ça, il est largement utilisé depuis des années et des années, notamment en service hospitalier, pour diminuer en fin de compte la douleur ressentie, que ce soit dans les services effectivement de soins palliatifs ou pour l'accouchement sans douleur, etc. Donc ça fait longtemps que c'est utilisé dans ce contexte-là. Donc on diminue effectivement la douleur ressentie par la synchronisation avec l'écoute musicale dans des séances de relaxation. Ça, c'est un effet thérapeutique très bien connu. Puis l'autre effet dont on a découvert plus récemment comment il fonctionne, c'est l'effet de stimulation cognitive. C'est le fait que chez des individus qui, par exemple, peuvent avoir des lésions cérébrales, eh bien, on aide à la reconstruction cérébrale, on aide effectivement à la stimulation des circuits cérébraux par le fait que la musique, c'est pas que de la relaxation, mais c'est aussi de la stimulation. La stimulation attentionnelle, parce que la musique augmente votre capacité attentionnelle, elle vous aide à vous concentrer, à être plus focalisé en fin de compte au niveau de votre fonctionnement cérébral, et du coup ça va stimuler tout un tas de circuits cognitifs au sens classique du terme, c'est-à-dire attention, concentration, mémoire immédiate, etc. Donc toutes choses qu'on peut utiliser pour la prise en charge de troubles cognitifs et la récupération de troubles cognitifs chez des patients qui ont des maladies du cerveau. Alors, au-delà de l'aspect thérapeutique, la musique, évidemment, peut avoir des vertus thérapeutiques, mais c'est vrai que les neurosciences se sont, au départ, surtout intéressées à en démontrer l'intérêt plutôt cognitif et pédagogique. C'est-à-dire, est-ce que on peut confirmer que oui, des enfants qui apprennent la musique, eh bien, ce sont des enfants qui vont bénéficier d'un point de vue cognitif et d'un point de vue cérébral de cet apprentissage. Alors, c'est tout à fait vrai. Notamment, ça a été bien démontré que l'apprentissage de la musique augmente effectivement les capacités d'apprentissage, notamment grâce à un boost des capacités d'attention, de concentration et de mémoire. Mais ça va bien au-delà de ça, puisque la vertu pédagogique de la musique, ou de l'apprentissage de la musique, et notamment aujourd'hui c'est ce qui intéresse beaucoup les pédagogues et les neuroscientifiques, c'est que même très jeune, l'intérêt de la musique, dès la crèche, c'est de pouvoir apprendre aux enfants à prendre en considération ce que ressent l'autre. Et en définitive, cet effet de synchronisation avec les autres, eh bien, c'est quelque chose qui est très important dans le développement des capacités d'empathie. Et il y a un certain nombre d'études qui montrent effectivement que les enfants, si vous les mettez dans des contextes où ils vont se synchroniser avec de la musique, ils seront d'autant plus intéressés ou d'autant plus à même de faire attention à ce que ressentent les autres dans des petits jeux après où ils doivent apporter de l'aide éventuellement aux personnes qui sont autour d'eux, ou de prendre en considération le point de vue de l'autre. Donc je pense que ce qui est très, très intéressant, au-delà des bénéfices cognitifs des enfants scolarisés, le fait que la musique, l'apprentissage musical puisse être intéressant dans les apprentissages scolaires, c'est que déjà la musique c'est une activité quand elle est pratiquée en groupe qui vous apprend à vivre avec les autres, qui vous apprend à prendre en considération ce que ressent l'autre, à essayer de faire ensemble, de faire des choses ensemble. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, au-delà aussi de la stimulation des capacités d'imagination, de créativité, pour apprendre effectivement le vivre ensemble et puis pour apprendre effectivement à avoir une culture pédagogique de projet. C'est-à-dire que la musique, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire grâce à la musique dans les écoles, on apprend effectivement, on développe, comme la plupart en fin de compte des arts, on développe une capacité d'apprentissage par projet où en définitive, on apprend aussi, avec le sport, avec la musique, on apprend aussi que il peut y avoir des moments de répétition, il peut y avoir des moments difficiles, il peut y avoir des moments pas forcément hyper agréables, mais le plaisir est au bout du chemin. Et donc c'est d'apprendre effectivement le goût de l'effort pour aller vers l'objectif. Et je pense que d'un point de vue pédagogique, là aussi, ça trouve tout son intérêt. Je pense qu'on peut donner une définition de mélomane un peu à géométrie variable.
Il y a certainement des graduations des mélomanes. Bien sûr, on peut être mélomane un peu tout venant, c'est-à-dire aimer écouter de la musique. En fait, ce que nous, on a fait en psychologie cognitive et en neurosciences cognitives pour essayer de distinguer la manière dont les individus investissaient la musique dans leur vie. Une des questions, en fin de compte, qui était assez discriminative et qui, en fait, faisait la bascule entre la personne qui sait ce que c'est que la musique, qui en écoute, mais qu'on ne peut pas qualifier vraiment de mélomane au sens où il ne se met pas dans les conditions d'écouter la musique rien que pour écouter la musique. Et il y a toute une frange de la population, effectivement, qui ne fait pas forcément, qui n'écoute pas forcément la musique sans rien faire d'autre à côté. Et il y a une frange de la population qui va prendre du temps exprès uniquement pour écouter la musique. C'est-à-dire c'est 100% de l'activité, c'est j'écoute de la musique, je ne fais rien d'autre. Je me concentre, j'écoute de la musique, je me détends, j'utilise la musique pour réguler mon humeur, moduler mon humeur. C'est un vrai objectif en soi. Et donc là, je pense qu'on peut vraiment parler de mélomane au sens où c'est une personne qui investit personnellement la musique dans une pratique de vie. Le fait que dans la musique, ça correspond dans leur vie à quelque chose qui est investi et qui, en tant qu'activité, il y a des moments privilégiés pour cette activité-là.